Honorable l'administration du lycée Dick au Caïver, chers élèves et étudiants, bonjour. Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à mon histoire et je suis honoré de partager mon histoire d'asile avec vous et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Pour commencer, permettez-moi de me présenter et de vous parler un peu de mon pays, le Liban, et aussi des raisons qui m'ont poussé à quitter mon pays et venir en France. D'abord, je m'appelle Ibrahim Chaïb. Je suis un journaliste réfugié en France. Je suis d'origine libanaise. J'ai 44 ans et je suis arrivé en France le 6 novembre 2019. Et en fait, après, je suis arrivé à la MDJ, c'est-à-dire la maison du journaliste, en mois juillet 2020. Je veux d'abord commencer à vous parler un peu de mon pays, le Liban. Le Liban, il existe, comme vous savez, et je crois que la plupart ils savent ça, qu'il existe dans le Moyen-Orient. Il y a à peu près 6 629 166 habitants. Sa capitale est Beyrouth et la monnaie utilisée là-bas, elle s'appelle le lira. Chaque, par exemple, 1 euro, il fait maintenant 22 000 liras libanaises. Par contre, avant de quitter mon pays en 2019, chaque 1 euro, il était égal à peu près 1800 liras. Donc, entre le 1800 liras et le 22 000 liras maintenant, il y a une grande différence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la situation économique dans mon pays, elle descend et qu'il y a un vrai problème qui passe là-bas. Et si vous suivez, par exemple, maintenant les chaînes de télévision, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent, il y a beaucoup de problèmes politiques à cause de cette situation économique très grave dans mon pays. Euh, le Liban, il a pris l'indépendance en 22 novembre 1943. La France, elle était au Liban et elle a aidé le Liban à se reconstituer et d'avoir un pays avec indépendance, un pays démocratique. Et c'est ça le Liban qu'on le connaît maintenant. Donc, le Liban, c'est une république démocratique parlementaire et depuis le 31 octobre 2016, le chef d'État au pouvoir, c'est-à-dire le président libanais, il s'appelle Michel Aoun. La situation économique et sociale au Liban, comme j'ai déjà dit, que c'est une situation très grave maintenant. En fait, il n'y a pas beaucoup de ressources au pays. Le Liban, c'est un des rares pays de la région qui ne possède aucune ressource naturelle réellement exploitable. Seules quelques carrières, par exemple, de différents matériaux, marbre, sable, calcaire, sont exploitées pour favoriser la construction. Cependant, des gisements de pétrole et de gaz ont récemment été découverts au large des côtes libanaises et leur extraction devrait débuter prochainement, mais malheureusement, ils n'ont pas commencé jusqu'à maintenant à avoir cette ressource. Les principaux problèmes sociaux au pays, c'est la pauvreté, la crise économique et la malaise sociale. Et je voulais assurer sur le troisième point, le malaise social, pour expliquer un peu, par exemple au Liban, euh, par exemple ici en France, vous avez la carte vitale, vous avez l'assurance maladie. Si quelqu'un, par exemple, il tombe malade, il veut se soigner, il veut aller à l'hôpital, il peut utiliser cette carte sans payer de l'argent, ou bien même s'il n'a pas l'argent, il peut être soigné. Par contre, dans mon pays, si quelqu'un il tombe malade, il veut se soigner, il va payer très cher pour se soigner. S'il n'a pas l'argent, il va dans un hôpital pour être soigné. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'hôpital, donc ils peuvent mourir même sans qu'il doit être soigné. C'est ça la différence, par exemple, entre votre pays et ce qui se passe dans mon pays par rapport à la malaise sociale.
La liberté de la presse, ou bien d'abord, laissez-moi dire que puisque le Liban, c'est une république démocratique parlementaire, euh, heureusement que c'est une république démocratique, mais malheureusement, la situation de la liberté de la presse, elle n'est pas dans une bonne situation. Comme vous voyez, derrière moi, il y a le map qui est dessiné par le Reporters sans frontières, c'est RSF. C'est une organisation non gouvernementale qui s'occupe de la liberté de la presse au monde entier. Et à chaque année, elle met des points, par exemple, ou bien du classement pour chaque pays par rapport à cette liberté. Le Liban, par exemple, il a perdu 5 places entre l'année 2020 et 2021 dans le classement annuel de Reporters sans frontières, comme je dis, RSF, sur la liberté de la presse. Une des baisses les plus significatives de l'année et se classe désormais en 107e place sur 180 pays. Et ça, c'est souligne l'ONG internationale. Par contre, par exemple, la France, c'est dans le 34e place. Donc, le Liban, c'est en 107e place et la France est en 34e place par rapport à la liberté de la presse. Euh, c'est ça, en fait, le vrai problème qui passe dans mon pays, que malgré la démocratique, malgré que le Liban est constitué sur la liberté, mais en fait, et surtout les dernières années, on a eu des vrais problèmes par rapport à cette liberté. Et de ce point-là, je voulais rentrer dans les causes de l'exil, de mon exil, qui m'a poussé à quitter mon pays et venir ici en France. En fait, moi, comme j'ai dit au début, je suis un journaliste. J'ai travaillé, j'étais un présentateur, j'étais un rédacteur en chef dans des chaînes, dans des journaux. Et en 2013, en fait, j'ai commencé à créer mon site électronique parce que au début, j'ai travaillé chez des journaux et des chaînes télévisionnelles qui appartiennent à une partie politique au Liban. Par contre, que cette partie politique, il faut que si tu travailles chez eux, que tu respectes leur opinion politique et tu ne peux pas même dire ton opinion. Et puisque je suis un journaliste libre, c'est-à-dire libre dans ma pensée, libre dans mon esprit, et toujours je dis la parole que moi je suis né libre. Donc il n'y a personne dans le monde qui peut voler ma liberté. Donc, c'était interdit à moi de parler de mes opinions politiques qui étaient en fait contre leur opinion politique, mais puisque je travaille chez eux, j'étais obligé de faire mon travail dans les chaînes où je travaillais et dans les journaux. Mais en même temps, j'ai fait très attention à garder ma liberté aussi. C'est pour cela que j'ai créé mon site électronique qui s'appelle en arabe SIASA, c'est-à-dire la politique. Et dans mon site électronique, j'ai commencé à parler librement de mes opinions et à exercer mon métier journaliste euh, indépendant par rapport au lieu où j'ai travaillé. Donc, et ce que j'ai fait, ça leur plaît pas. Et ça ne plaît pas la partie politique où il appartient à ces chaînes et ces journaux. Donc, ils ont commencé à faire les pressions contre moi. Au début de 2015, j'ai écrit un article concernant une personnage libanaise qui était kidnappée par les autorités libyennes en 1979, c'est-à-dire au moment où Muammar al-Qaddafi, si vous le connaissez, il était le président de la Libye. Donc, il était kidnappé par Muammar al-Qaddafi
Et depuis cet instant, ce personnage-là, qui était très respectable par rapport au peuple libanais, et en plus, c'est un homme de religion aussi. Donc, on n'a rien à savoir de ce qu'il est passé avec lui. Même jusqu'à maintenant, on ne connaît rien et personne ne le connaît. Donc, depuis ce moment, cet homme-là, ou bien cet personnage, il avait une partie politique qui appartient à lui. Donc, puisqu'il était kidnappé, donc il y a des autres personnes qui étaient les chefs de cette partie politique. Et ces personnages-là, ils ont toujours raconté des histoires par rapport à ce personnage. Et jusqu'à maintenant, en 1979, il était kidnappé, il avait à peu près 62 ans. Et jusqu'à maintenant, on est en 2021. Ils disent qu'il est encore vivant et il raconte cette histoire juste pour attirer les gens à leur parti politique. Donc, il ment sur les gens, il raconte n'importe quelle histoire juste pour qu'ils restent les chefs de cette partie politique. Donc, moi, j'ai écrit un article dans mon site électronique qui dit que ce personnage-là, après que Muammar al-Qaddafi il est meurt, et il y a une nouvelle autorité libyenne qui disent que ce personnage-là est sûrement tué au temps du Muammar al-Qaddafi. On ne l'a pas trouvé dans les prisons et même on n'a pas trouvé aucune trace de lui ou bien une personne qu'il a rencontrée qui peut me dire son histoire. Donc, il est sûrement mort. Moi, j'ai écrit dans mon article que ce personnage est mort et les autorités libyennes ont dit qu'il est mort. Donc, il faut arrêter de raconter ces histoires sur les gens, il faut arrêter de mentir sur les gens, et il faut enfin dire la vérité, ce qu'il est passé, que ce personnage est mort et il n'existe plus dans la vie. Donc, il faut arrêter tout ça. Et le chef de cette partie politique, en fait, lui, c'est le président du Parlement libanais. Donc, ça lui plaît pas. Donc, il m'a jugé au tribunal. Et chez nous, au tribunal, c'est les chefs politiques qui mettent les juges dans leur place. C'est eux qui choisissent les juges et ils les mettent dans leur place. Parce que, par exemple, le président du Parlement, le président du gouvernement, le président de la République, c'est eux qui choisissent ces personnages-là pour le mettre dans les tribunaux pour qu'il avoir la puissance et avoir la force pour qu'ils protègent eux-mêmes aussi. Donc, lui, il a fait la pression contre moi, il m'a jugé au tribunal et juste pour un article que j'ai écrit et ils ont pris au tribunal une décision contre moi qu'il faut que je paye une somme d'argent et que ce que j'ai écrit c'est faux et que je n'ai pas l'autorisation de d'écrire de cette histoire parce que les investigations qui concernent cette histoire est discrète et il ne faut pas parler de ça. Par contre, mon pays, c'est le pays de la liberté et c'est un pays démocratique. Et même le juge, il m'a dit dans son bureau que c'est ce chef-là qui a fait la pression sur lui pour qu'il prenne cette décision. Donc, c'est commencé comme ça au début de 2015. Je vais au tribunal et je reviens, je vais au tribunal pour 2 ans même. Donc, l'attaque sur ma liberté d'expression s'est commencée en 2015. Après aussi, il y a une autre partie politique au Liban, mais en même temps, elle est une partie militaire. Donc, elle a fait beaucoup de problèmes par rapport aux entourages du Liban, les pays qui sont à côté, par exemple en Syrie, en Irak, même contre, par exemple, le Golfe, les pays du Golfe. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je disais que le Liban, c'est un petit pays, donc il faut qu'il doit être en bonne relation avec tout le monde et surtout le monde arabe qui entoure le Liban,
parce que le Liban, il a toujours besoin de ces pays pour les aider à reconstruire ou bien à s'avancer. Donc, on ne peut pas être ennemi de tout, de tout ce entourage. Donc, j'ai commencé à écrire contre ça, à écrire contre les partis politiques qui ont fait la guerre dans la Syrie, qui soutient par exemple le régime syrien et contre le peuple syrien. Et je disais que ça, c'est pas logique, c'est pas normal et c'est pas de l'humanité. On ne peut pas tuer le peuple syrien, on ne peut pas soutenir le régime contre le peuple. Il faut toujours être avec le peuple, il faut aider ce peuple avec sa révolution et pour qu'il puisse changer son situation là-bas. Ou bien, au moins, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas mettre le doigt dans ce pays, il faut laisser ce peuple tranquille, qu'il choisisse ce qu'il veut. Donc, ça, c'était la ligne rouge pour eux contre moi. Ils ont pensé que j'ai dépassé cette ligne rouge. Donc, ils ont commencé à faire la pression contre moi. Au début, il envoie des gens pour m'harceler, par exemple, une fois j'étais dans la rue, quelqu'un qui est sur le moto, il approche de moi et moi je n'ai pas fait attention, donc il me pousse avec ses pieds et je tombe sur terre et puis il s'en va. Après ça, il y a des gens, par exemple, de loin, il prend un fusil, il joue avec la main comme ça et il met les doigts contre moi comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. On peut te tuer même, mais moi-même, j'ai pas arrêté d'exprimer, j'ai pas arrêté d'écrire et jusqu'à un moment, euh, j'étais invité à l'ambassade de la Saoudi Arabique et après ma sortie, il y avait la presse qui prend les photos, qui nous demande des questions, donc j'ai exprimé mes opinions tout librement. Et ça ne leur plaît pas aussi, donc ils ont commencé à augmenter la pression contre moi jusqu'à un moment, j'ai reçu un appel téléphonique. C'était une personne de cette partie politique-là, militaire. Ils disent que son chef, il m'invite à son bureau. Donc, moi, je refusais. Je disais que je suis occupé, je ne peux pas aller. Ça, c'était la première fois. Une deuxième fois, j'ai reçu un appel téléphonique de la même personne qui dit que mon chef, il insiste à t'inviter sur son bureau et il ne faut pas être peur. Juste, on va négocier ensemble, on va parler ensemble. Donc, je disais aussi une deuxième fois, j'ai refusé et je disais que je te dis la première fois que je suis très occupé. Quand j'aurai le temps, je t'appelle. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. J'avais un ami, il est journaliste aussi, donc j'ai parlé avec lui pour prendre un conseil. Donc il m'a dit que s'il t'appelle une troisième fois, puisque toi, tu habites dans la même région où cette partie politique, elle existe, c'est plus mieux pour toi d'aller le voir pour juste savoir ce qu'il veut, tu peux parler. Et moi, je suis au courant. Si quelque chose de mal qui passe avec toi, donc je peux commencer à parler de toi. Et moi, je lui donne la confiance à cet ami-là. Donc, j'ai attendu quelques jours et à la fin, j'ai reçu un troisième appel téléphonique qui me demande d'aller. Donc, je disais d'accord, je viens. Ils m'ont donné un rendez-vous, j'ai allé au rendez-vous, j'attends dans la rue comme ça, il y a quelqu'un sur la moto qui vient et qui me demande de s'asseoir derrière lui. Donc, et c'est leur façon quand ils vont faire des rendez-vous parce qu'ils sont très discrets, ils étaient des militaires aussi. Donc, j'ai assis derrière lui et on y va à peu près 200 à 300 mètres comme ça et il entre à gauche dans une petite rue là-bas. Et là-bas, il y avait une voiture
où il y a hors de la voiture deux personnes avec des fusils et soudainement ils m'ont attaqué. Ils mis un sac noir dans ma tête et ils m'ont kidnappé avec leur voiture qui était tout sombre, même les vitres dans la voiture elles étaient noires et sombres pour que même si je vois avec le sac qui l'ont mis dans ma tête, je ne peux pas même voir hors de la voiture où je m'en vais. Donc, à peu près en 20 minutes, 25 minutes comme ça, ils ont rentré dans un immeuble, au-dessus d'un immeuble, et je connais ça parce que tu sens quand tu es dans la voiture que tu descends. Et après ça, ils ont monté dans un ascenseur aussi, et je me trouve dans un bureau. Ils ont enlevé le sac de ma tête et me faire asseoir obligatoirement sur une chaise seule. Et devant moi, il y avait un bureau et quelqu'un qui s'assoit à son bureau. Et il a commencé à m'insulter, à m'harceler. Et toi, tu es qui? Toi, tu es nul. Toi, tu es zéro. On peut te tuer. On peut te faire n'importe quoi. Et aucune personne, ils savent ce qu'il passe avec toi. On peut te jeter dans la poubelle après. Et aucune personne, ils savent ce qui se passe avec toi. À ce moment, honnêtement, j'avais très peur. Je disais que c'est la fin, que c'est ici, je ne sors pas d'ici, c'est ici je dois mourir. Donc, j'ai commencé à réfléchir vite comme tu regardes un film de cinéma accéléré. Toute ma vie, je le vois dans ma tête, elle passe comme ça vite. Je pense à ma famille, je pense à moi-même. Et je disais vraiment, c'est la fin parce que eux tous, ils connaissent que ces personnes-là, vraiment, ils peuvent tuer n'importe qui et aucune personne ne peut savoir ce qui a fait ça. Et lui, il continue à m'insulter. Donc, quand je veux répondre, il y avait deux gars derrière moi. Un de ces gars, il m'a frappé comme ça sur mon oreille et même le sang, il commence à couler. Et j'avais très mal en fait. Et j'avais très honte aussi parce que c'était la première fois que je me trouve dans cette situation-là. J'étais un homme très respectable, tout le monde il me respectait, tous mes amis, tout mon entourage. Donc quelqu'un comme cette personne-là derrière moi qui ne comprend rien, euh, qui est vraiment un terroriste qui me frappe comme ça, ou bien l'autre qui m'insulte. Donc je n'étais pas habitué à cette situation. Euh, je vais raccourcir un peu mon histoire. Après ce gars-là, quand il a fini de tout ce qu'il a fait, il est sorti du bureau. Il y avait une autre personne qui rentre. Cette personne-là, elle joue le rôle d'un homme respectable. Il a commencé à dire, mais envoyez-le pour lui, tu veux du café, du thé. Il a commencé à être gentil avec moi. Et il commence à me parler tranquillement et doucement. C'était le contraire du premier. Donc, eux, ils vont quoi? Ils vont m'envoyer un message. Et il m'a dit ça, en fait, à la fin. Euh, Si tu es d'accord avec nous, on te respecte et tu auras ce que tu veux. Et on te soutient même. Si tu n'es pas d'accord avec nous et tu continues à écrire comme tu as l'habitude d'écrire et s'exprimer, c'est la mort qui t'attend. Donc, il y a deux visages de nous. Il y a le visage méchant et il y a le visage respectable. Donc, et c'est à toi de choisir. À toi, c'est-à-dire moi. À ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir vite dans ma tête. J'ai dit que la priorité pour toi, que tu te sauves de cette situation et que tu sors d'ici. Parce que c'est ta vie. Il faut protéger ta vie. Même s'il te demande n'importe quoi, il faut lui dire d'accord. Et c'est ça en fait que j'ai fait. Je disais, j'ai commencé à mentir. Je disais, mais moi, j'ai aucun problème avec vous. On est ensemble.
simple, juste j'ai exprimé mes opinions, c'est tout. Moi, je vous respecte, je suis avec vous et vous n'inquiétez pas de ça. Et même, j'ai travaillé avec vos chaînes, vos journaux avant. Donc, j'ai commencé à mentir juste pour que je me sauve de cette situation. Et à la fin, puisque je disais, je voulais raccourcir mon histoire, il m'a envoyé un papier blanc, comme ça, et il m'a demandé de signer un papier blanc. Donc, il fait pourquoi ça? Parce que si après moi j'ai commencé à continuer à parler comme j'ai d'habitude de parler, il va remplir cette feuille ou bien ce papier, ce qu'il veut, et il va le faire sortir. Mais regardez, lui, il a écrit ça, et il a écrit ça, il a écrit ça. En tout cas, quand on a fini, on a tombé d'accord ensemble. J'étais sorti de la même manière que j'ai rentré, le sac dans ma tête, dans une voiture, et ils m'ont laissé dans une rue qui est très loin, seul. À ce moment-là, quand j'ai descendu de la voiture, euh, il y avait comme ça une mur derrière moi d'un magasin qui était fermé parce que c'était un dimanche. Et donc, je me repose sur le mur comme ça et j'ai commencé à réfléchir. En fait, puisque j'ai déjà visité la France plusieurs fois avant, j'avais mon visa sur mon passeport. Donc, quand j'ai parti chez moi à la maison, je disais qu'il faut que je quitte le Liban et que je viens en France. Et j'ai raconté à ma famille ce qui est passé avec moi, que je disais, c'est mieux maintenant que je quitte mon pays pour aller à la France. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'était ça au début de 2019. J'ai resté en France à peu près un mois et demi. J'étais à la Rochelle, puis Lyon, puis j'ai venu un peu à Paris. Après un mois et demi, j'ai commencé à appeler mes amis, mon entourage, s'il y a quelque chose qui passe par rapport à moi. Donc, ils m'ont dit qu'il n'y a rien pour le moment. Donc, je disais, OK, d'accord, puisqu'il n'y a rien, je retourne. Et s'il y a quelque chose de très dangereux, après je quitte et je viens en France. Et c'est ça que je fais, je retourne dans mon pays. Et au début, le 17 octobre 2019, les manifestations au Liban ont commencé contre le gouvernement et contre cette partie politique même. Et en plus, moi, j'étais un organisateur de cette révolution-là, de ces manifestations-là. Et je restais sur sol tous les jours avec le peuple, avec les gens, pour l'encourager à continuer à faire des manifestations. Et à chaque fois, ces partis politiques, ils envoient leurs gens pour frapper ces gens-là, pour tirer sur ces gens-là même, pour brûler les tentes qui étaient dans les rues. Et ils attaquent les gens à leur retour où ils manifestent quand ils retournent dans leur maison. Et un jour, quand j'ai retourné de cette manifestation, moi, à chaque fois, je prends une route différente parce que eux, ils ont des gens sur la route qui demandent les pièces d'identité des gens qui viennent de ces manifestations pour qu'ils savent qui partent là-bas et qui ne partent là. Donc, un jour, j'ai retourné dans une petite rue et j'ai pas fait attention que quelqu'un il me suive. Donc, je me trouve dans une rue où il y a à peu près 10 à 12 personnes, avec des fusils même, avec des morceaux de bois. Et ils ont commencé à me frapper, à me gifler, même ils ont déchiré mes habits. Et quand j'aurais sauvé d'eux et je cours dans la rue, donc je rentrais dans ma maison d'une façon très difficile et mes habits sont déchirés, les tapes sur mon corps, même des sons qui coulent et tout ça. Et même mes parents, ils étaient étonnés quand ils m'ont vu. Donc, je disais à eux que c'est l'heure de quitter finalement le Liban et que je ne reviens pas. Donc,
j'ai réservé mon ticket mes billets d'avion un jour, le deuxième jour, le troisième jour, j'ai quitté le Liban et j'ai venu tout de suite en France et c'était le 6 novembre 2019. Donc, j'ai venu en France. Je me rappelle juste 400 euros dans ma poche. Je connais personne ici, je connais pas où il faut habiter. Le premier jour, j'ai dormi dans la gare. Et après, j'ai rentré dans Facebook, dans des groupes de Facebook et tout ça. J'ai demandé des gens libanais qui se trouvent dans ces groupes s'ils connaissent une maison pour louer avec une autre personne et on paye la moitié ensemble. Donc, à la fin, quelqu'un il m'a contacté, il m'a donné un numéro de téléphone. C'est ça ce que j'ai fait. Je les ai appelés et j'ai allé chez lui et on paye tous les deux la moitié du logement. Euh, mais à la fin, l'argent est fini, donc j'ai commencé à travailler dans les restaurations pour que je puisse euh, un peu résister. Donc, malheureusement, le Covid est venu aussi, donc les restaurants ils étaient fermés, donc je me trouve aussi de nouveau sans travail, sans argent et je ne connais pas quoi faire. En fait, au début de m'arrivée en France, j'ai envoyé un email pour la maison des journalistes, mais puisque le Covid il est venu, donc tout était fermé, donc, j'étais chez moi à la maison, je pense, d'où il faut payer, comment il faut payer, comment je peux trouver un travail. Je n'arrive pas à trouver un boulot. Et j'étais très triste, très dépressé, je sens mal. Donc, j'étais comme ça à la fenêtre, je pense, il faut faire quoi? Et soudainement, j'ai reçu un appel de la part de la maison des journalistes. Ils me disent que moi j'ai envoyé un email et eux ils ont intéressé d'écouter mon histoire. Donc j'ai allé chez eux après un rendez-vous bien sûr et j'ai raconté mon histoire et tout ce qui est passé avec moi. Donc après une semaine ils m'ont donné un foyer et ils m'ont sauvé honnêtement. Ils m'ont donné un foyer, ils ont commencé à me donner des tickets restaurants. Je me trouve à ce moment moi-même tranquille. J'ai mon foyer. Je peux manger si j'aurais pas un travail, un boulot. Donc, vraiment, ils m'ont sauvé. Et avec vous, je veux leur remercier. Moi, à chaque fois, je leur remercie et je leur remercie une autre fois aussi maintenant parce que vraiment, ils m'ont sauvé à ce moment-là. Donc, après ça, j'ai eu mon statut de réfugié avec un long chemin avec l'administration française, avec tout ce que j'ai vécu ici. Mais enfin, à la fin, j'ai eu ma situation de réfugié et j'ai eu tous mes droits maintenant comme un réfugié. J'ai ma carte de séjour, je peux travailler, j'ai l'autorisation de travailler et je commence maintenant à constituer ma vie peu à peu, petit à petit. Euh, j'ai eu maintenant un loyer avec le HLM et j'ai commencé à faire une formation pour que je puisse trouver un boulot respectable ici en France et pour que je puisse s'avancer. Donc, ça, c'est mon histoire d'exil. Et c'est pour cela que j'ai quitté mon pays et c'est à cause de la défense pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. Et c'est ça que je veux de vous, chers élèves et étudiants, que vous appréciez la liberté qui existe en France. Ce que vous avez entre votre main maintenant, il est très précis. Il faut le protéger. Toujours, il faut le protéger. Il faut faire l'effort toujours pour le protéger. Et ça, c'est ce que vous faites
pour protéger la liberté, peut-être ça doit être un peu par rapport à ce que les autres ils font hors de la France. Il y a des gens hors de la France euh, qui existent, par exemple, dans le Moyen-Orient, dans la Chine, dans la Russie, dans beaucoup des autres pays qui peuvent perdre leur vie juste à cause qu'ils veulent la liberté et qu'ils veulent protéger cette liberté. Donc, ils peuvent être finis en prison, ils peuvent être tués même, kidnappés, assassinés. Donc, il y a des gens qui donnent leur vie pour protéger cette liberté. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, il faut protéger cette liberté en France parce que elle est très précieuse. La liberté, elle est un sujet concernant l'humanité même. L'être humain, sans sa liberté, il ne faut rien. Il est égal à zéro, vraiment. Euh, pour avoir la liberté de s'exprimer, de penser, ça euh, c'est très, c'est très, c'est très important. Même vous, en France, ici, avec la Révolution, comme on a vu dans l'histoire française, avec la Révolution française, vous avez payé cher pour avoir cette liberté. Donc, les anciens, ils ont payé cher pour ça. Il faut que vous protégez ça et vous appréciez ce que les anciens, ils ont donné pour que vous vivez avec cette liberté. Donc, s'il vous plaît, protégez toujours cette liberté pour que vous avancez comme on vous connaît et pour que aussi vous pouvez aider les autres peuples dans les autres pays. Merci à vous. Et après ce sujet-là, je veux répondre à votre question avec plaisir. Pourquoi j'ai choisi la France? En fait, la France, c'est le pays de droits d'homme, ça c'est un. Deux, par rapport à la langue française, puisque je connais la langue française, oui, je ne suis pas parfait, excellent, mais je connais la langue parce que chez nous au Liban, le Liban c'est un pays francophone, alors que il y a beaucoup de matières à l'école ou bien même à l'université qu'on le prend en langue française. Donc, ça me facilite de communiquer et d'être à l'aise ici en France. Et troisièmement aussi, j'ai déjà visité la France plusieurs fois. J'aime la France. Ce pays me plaît beaucoup. Donc, pour ces trois causes, c'était normal de choisir la France et faire ma demande d'asile ici en France. Aussi, comment s'est passée votre demande d'asile? En fait, au début, à mon arrivée en France, je ne connais pas comment faire ma demande, où il faut aller, qu'est-ce que j'ai besoin de faire au début. Donc, j'étais un peu en retard. La loi ici, elle dit qu'il faut faire la demande d'asile pendant 3 mois pour que je puisse avoir une aide financière. Donc, moi, j'ai dépassé juste en une seule semaine et ils ont refusé de me donner l'aide financière. Donc, tout le temps, depuis que j'ai commencé ma demande jusqu'à j'ai eu la décision, j'étais sans aide, sans aide. Donc, j'ai souffert un peu, c'était très difficile pour moi au début. Comment on fait notre demande? On appelle une association. L'association, elle nous rend à l'OFI. L'OFI, il nous donne un rendez-vous avec la préfecture. À la préfecture, on raconte un peu de notre histoire, pourquoi on est en France, et on signe des papiers. Et après, ils nous donnent un document pour le remplir et l'envoyer à l'OFRA. Et c'est l'OFRA qui s'occupe de réfugiés, c'est l'OFRA qui décide d'avoir la situation de réfugié ou non. Heureusement, j'ai eu mon statut après à peu près 8 mois du début de ma demande. En fait, oui, je suis en sécurité. J'ai eu la
protection française. Donc, euh, le danger, il est loin de moi maintenant. C'était pas comme il était dans mon pays. Ici, tous nos droits sont réservés et si quelqu'un il veut nous faire du mal, il nous protège. Donc, oui, ma réponse, je sens en sécurité en France, oui, bien sûr. Bien sûr, je n'oublie jamais mon pays, mais pour aller et vivre là-bas, je ne crois pas. Ma vie maintenant, c'est en France. Je veux commencer ma vie ici, s'avancer ici et se marier ici, constituer une famille en France. Non, je voulais pas retourner au Liban, mais bien sûr qu'un jour, il faut que je visite mon pays, surtout ma famille là-bas. Mais j'ai pas le droit maintenant d'aller là-bas parce que je suis sous la protection française. Donc, jusqu'à j'obtiens la nationalité française. Comme ça, si quelque chose de mal se passe avec moi dans mon pays, comme ça l'État français euh, il a le droit de demander, par exemple, le gouvernement libanais, si quelque chose se passe mal avec moi, où est Ibrahim, qu'est-ce qu'il est passé avec lui. Quand j'ai la nationalité française, ils ont le droit de demander. Sinon, ils n'ont pas le droit par rapport à la loi. C'est pour cela que c'est interdit maintenant d'aller dans mon pays. Jamais. J'ai réfléchi à ça. J'avais toujours le courage de fondre pour mes idées, pour mes pensées. Et en plus, moi, j'aime mon métier. Ça existe dans ma personnalité même. Depuis que j'étais jeune, depuis que j'avais, par exemple, 14 ans, quand je prends l'argent de poche de ma famille, la première chose que je fais, j'achète avec mon argent chaque jour un journal pour le lire. Donc, c'est dans ma personnalité. J'ai adoré le métier de journalisme. Donc, même avec les diverses menaces et violences, j'ai jamais réfléchi à changer ce métier-là. Il y a une petite réponse dans ta question. Je suis un citoyen libanais. Donc, le Liban, c'est un pays, comme j'ai déjà expliqué, c'est un pays démocratique. Si on a la démocratique, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai aussi la liberté de penser, la liberté d'exprimer, la liberté de la presse. Je ne peux pas laisser ce sujet qui est très important par rapport à la constitution du Liban même, et surtout qu'au Liban, comme des autres pays, beaucoup des autres pays, il y a beaucoup de gens qui ont payé leur vie pour défendre la liberté et la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de la presse. Je ne peux pas laisser ça tomber comme ça et je tourne mon dos. Non, c'est au contraire. Je suis un journaliste, c'est-à-dire il faut être libre, il faut défendre pour ta liberté et il faut jamais changer de tes pensées si tu crois à tes pensées. J'ai jamais réfléchi à ça. En fait, comme je disais c'est dans ma personnalité. Toujours j'avais le courage de dire ce que je veux. Même depuis que j'étais jeune, j'ai négocié dans la politique avec les gens qui sont beaucoup plus grands que moi. On fait un dialogue. Donc, j'étais un peu, si tu veux, courageux.
Pourquoi je voulais cacher mon nom, par exemple? Non. Mais il y en a une chose, je veux te raconter, qui est passée avec moi quand je travaillais avec, comme je dis au début, avec les chaînes et les journaux qui appartiennent à une partie politique que je n'étais pas d'accord avec eux, avec leurs pensées, même si je travaille chez eux. J'ai choisi, comme par exemple j'étais un présentateur, j'ai pas mis mon nom entier, par exemple le prénom et nom. J'ai mis mon prénom et j'ai changé mon nom. En fait, ils m'ont demandé pourquoi tu fais ça. Je disais non, moi, puisque on parle la plupart du temps pour des sujets concernant hors le Liban et pas à l'intérieur du Liban. Donc les gens ils ne connaissent pas là-bas, ils ne me connaissent pas là-bas. Donc c'est pas la peine de mettre le nom de famille. Moi je m'appelle par exemple Ibrahim Cheb. Ce qui était présenté dans la chaîne de télévision Ibrahim Al-Arabi, c'est-à-dire Ibrahim l'Arabe. C'est comme ça que j'ai dit à eux. Mais la vérité, j'avais une cause pour faire ça. C'est juste pour dire ou bien pour exprimer une chose qui est un peu cachée, que je ne suis pas d'accord avec leur opinion. Donc, j'ai changé mon nom de famille. Ce que je dis aux gens dans les chaînes, ça ne me présente pas. C'est pour cela que j'ai changé un peu de nom. C'est pas pour se cacher, pour se protéger, mais c'est au contraire. Il y en a une parole qui dit que le métier du journalisme, c'est le métier du danger. Depuis que j'ai choisi ce métier-là, je connais qu'il y a du danger, qui parfois, c'est pas obligatoirement que ce danger il attaque ta vie, mais peut-être tu auras le prison, peut-être tu auras la pression et beaucoup des autres choses. Donc, je connais que c'est le métier de danger. C'était dans mon pensée depuis le début. J'ai réussi à dépasser toute cette violence. Mais à la fin, quand cette violence, elle était très proche de ma vie, c'est-à-dire si je reste là-bas, c'est la mort qui m'attend. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de quitter le pays et venir ici en France. C'est la même chose, c'est le courage si tu veux. En plus, les gens, quand tu es un journaliste, les gens, ils comptent sur toi. Ils comptent sur ta vérité. Il attend beaucoup de choses de toi. C'est comme, par exemple, un responsable dans l'État, même un ministre, un membre du Parlement. Quand tu deviens un ministre ou bien un membre du Parlement, c'était pas juste pour avoir un bureau pour toi et être une personne importante. Non, c'est parce que les gens, ils comptent sur toi. Ça m'a donné toujours une motivation de continuer, de défendre la liberté et de parler de cette vérité, de parler des choses comme elles est pour que les gens ils connaissent ce qui se passe dans leur pays. J'espère que je te vois un jour, une journaliste. Mon conseil pour toi, c'est il faut toujours dire la vérité, il faut toujours défendre la liberté. Comme je dis à ton ami, que les gens, ils comptent sur toi. Toi, tu es les yeux des citoyens. Eux, ils ne connaissent pas tout. Mais quand tu deviens un journaliste, tu connais beaucoup plus eux. C'est à toi de raconter au peuple ce qui se passe dans le pays. Les gens, ils comptent sur toi. C'est toi qui connais.
C'est toi qui vois les choses plus proches que tu es à côté des, la plupart des fois, si tu par exemple, tu travailles dans le journalisme concernant la politique, tu es toujours à côté des gens qui font la politique, et donc tu es proche des décisions qu'ils prennent, tu connais vraiment ce qu'ils passent. Il faut toujours que tu dis ce que tu vois. Il faut être neutre d'une manière positive, c'est-à-dire neutre, même si tu appartiens à une partie politique, par exemple, existant dans le gouvernement, il ne faut pas que tu montes euh, sur le peuple juste parce que tu appartiens à cette partie politique. Non, jamais il faut faire ça. Il faut être neutre. C'est comme tu n'appartiens pas à cette partie politique, comme tu vois les choses, tu le dis. Tu dis toujours la vérité. Et je disais neutre d'une façon positive, c'est-à-dire quoi aussi, être neutre, c'est pas aussi que si tu vois des choses fausses, ou bien si tu vois par exemple un attaque sur la liberté, tu dis que moi je suis neutre, je ne peux pas donner mon opinion. Non, au contraire, il faut toujours donner ton opinion, il faut toujours sacrifier pour être proche du peuple, pas le contraire. Tu peux être neutre, mais neutre positivement, comme je te dis. Donc, tu parles la vérité comme elle est et tu donnes aussi ton opinion et tes pensées comme tu le vois, librement et sans pression d'aucune personne. Oui, bien sûr. Et je ne suis pas d'accord avec toi qu'il prendra jamais, sans doute jamais fin parce que si tu vois le monde entier, par exemple la France, avant la Révolution française, la France elle n'était pas comme ça. Mais après la Révolution, elle a changé. Vous avez maintenant la liberté, pardon, la liberté et la liberté d'expression. Vous avez eu beaucoup de choses importantes après la Révolution. Donc, vous avez eu un changement. Donc, ça peut prendre fin. Je ne suis pas d'accord que ça prendra sans doute jamais fin. Toujours, il faut essayer pour changer. Toujours, il faut défendre. Toujours, il faut s'abattre, ou bien se battre pour la vérité. Beaucoup des régimes qui étaient dictateurs dans le monde, c'est grâce à des révolutions et parce que le peuple il n'a pas accepté ce qu'il passe là-bas, donc il a eu changé beaucoup de situations et qui ont devenu maintenant beaucoup plus mieux qu'avant. Donc oui, c'est utile combattre dans une ou bien de combattre au nom de la liberté d'expression, bien sûr. Au début, j'avais peur que le danger qui m'a attaqué, il peut attaquer ma famille. Mais je disais à eux quand j'ai quitté le pays que si quelqu'un il vous demande où je suis, vous dites que vous ne savez pas. Vous le dites aussi que vous n'êtes pas d'accord avec mes opinions, avec mes pensées. Donc, vous m'avez demandé de quitter la maison et c'est ça que j'ai fait, mais vous ne connaissez pas où je suis. Donc, c'est une façon de leur protéger. Comme ça, s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec mes opinions, c'est comme ils sont contre mes opinions. Donc, c'est une façon indirecte de leur protéger. Mais qui connaît, le danger, il existe toujours. J'espère que la situation reste comme elle est maintenant. Pour le moment, il n'y a pas de danger et j'espère que ça continue comme ça. En fait, honnêtement, c'était difficile, c'était pas facile pour moi, surtout que pour travailler dans le métier du journaliste en France,
avec ma langue française qui n'est pas excellente, c'est un peu difficile. Il faut que tu maîtrises la langue française très bien pour savoir, par exemple, si tu veux écrire un article, si tu veux parler dans des chaînes, il faut que euh, tu as un niveau avancé en langue française. Malheureusement, je n'ai pas ce niveau-là pour le moment, mais je n'étais pas dépressé. Donc, j'ai essayé beaucoup, par exemple, avec la maison du journaliste, euh, comme je fais avec vous maintenant, j'étais bénévole pour les renvoyés spéciaux. C'est aussi une partie de mon métier que je rencontre, par exemple, les élèves comme vous, les étudiants, les étudiantes. On égoïse par rapport à la liberté de la presse, liberté d'expression. On parle de la situation dans les différents pays. En plus aussi, je fais des bénévoles avec une association de médias qui s'appelle Getty News. Aussi, j'ai suis participé avec eux pour des missions des éducations des médias. C'est un peu pareil comme je fais comme vous. Et on parle aussi des fake news et tout ça. Et j'écris chez eux des articles, comme j'écris pour la maison du journaliste aussi. Donc, c'est une partie du métier de journaliste que je continue à faire, même si je n'écris pas, par exemple, dans des journaux qui sont très importants en France ou bien avec des chaînes de télévision, mais j'ai essayé de rester un peu dans le même métier, dans le même domaine. Et j'ai fait beaucoup de bénévoles avec des autres associations, pas obligatoirement par rapport au métier de journalisme. En plus aussi, j'ai commencé une formation concernant l'informatique maintenant pour que je puisse s'avancer un peu en France, pour que je puisse trouver un boulot un peu respectable pour moi et pour que je continue et je m'avance dans ma vie. Donc, j'essaye je fais un grand effort. J'espère que ça marche, que je vais continuer. Et il faut toujours avoir le courage de continuer, de ne pas désespérer. C'est ça. C'est une grande question où la politique aussi rentre dedans. En fait, c'est pas juste la menace iranienne. En fait, tous les pays, ce qu'ils vont faire, ça doit être le mieux pour leur pays. Je voulais dire les gouvernements ou bien l'État, ce qu'ils vont faire, ils vont choisir de faire, c'est le mieux pour leur pays. Donc, le problème au Liban, par exemple, dans mon pays, je peux parler de mon pays, que la plupart, pas tout le monde, la plupart des partis politiques, chacun, il appartient à un pays hors du Liban, c'est-à-dire que financièrement, c'est ces pays-là qui le payent. Donc, lui, ils suivent leur politique. Et c'est ça la faute, et c'est ça le danger au Liban, que il faut toujours mettre en priorité le Liban, le peuple libanais. Il y en a des partis qui font ça, mais la plupart, ils ne faisaient pas ça. Donc, si les Libanais ne font pas attention à leur pays, donc les autres pays, bien sûr, ils s'en foutent. Parce que l'intérêt pour eux, c'est leur pays, c'est pas notre pays. Donc, c'est ça qui passe au Liban. Oui, il y a un danger de tout le monde, les Iraniens, les Syriens, peut-être beaucoup des autres pays aussi. Mais pour moi, je disais que c'est pas leur faute, c'est la faute des Libanais même. En fait, avec la crise économique, c'est pas beaucoup encourageant la situation au Liban. Comme je disais au début de ma présentation, que la monnaie, l'IRA, a perdu beaucoup de sa valeur.
J'ai donné un exemple au début que 1 euro, avant que je quitte le Liban, je parle depuis 2 ans même, 1 euro, il était égal à 1800 liras. Maintenant, 1 euro, il est égal à 22 000 liras. Donc, la situation est très mauvaise maintenant. Euh, il y a beaucoup de difficultés économiques, politiques, financières, sanitaires et sociales aussi. J'espère, et toujours, il faut toujours avoir l'espoir, puisqu'il y en a un gouvernement qui est reconstitué depuis un mois à peu près. J'espère qu'ils vont choisir un bon chemin différent de ce qui était avant, surtout les gens qui ont volé l'État libanais, qui ont envoyé leur argent hors du Liban. J'espère que ce gouvernement-là, il travaille comme il faut, et il choisit le bon chemin et il met en priorité le peuple libanais et sa souffrance. Euh, Ça va être pas facile, la vérité, c'est très difficile. On a besoin beaucoup de temps pour qu'on revienne comme on était avant. Mais il faut toujours essayer, il ne faut pas perdre l'espoir. La possibilité de voyager. En fait, pour le moment, je suis concentré dans mon temps libre de découvrir la France. Euh, Grâce au renvoyé spécial, j'ai visité beaucoup des régions en France, à Paris, hors Paris même, des autres villes. Et j'espère que je continue comme ça. J'ai la curiosité de découvrir toutes les régions en France parce qu'il y a beaucoup des régions qui sont très beaux et magnifiques. Et je voulais même savoir plus par rapport à la culture française, aux habitudes du peuple français pour que je puisse aussi intégrer dans ce pays, puisque je suis là maintenant, je vais continuer ma vie ici et peut-être en futur j'aurai la nationalité française. Donc la priorité pour moi de découvrir la France, de connaître plus de la France, pour que j'arrive un jour, que je dois être comme tous les Français, je connais toute l'histoire, toutes les habitudes, toute la culture. C'est ça ma priorité. Ok, après peut-être si je veux voyager hors de France, si c'est ça ta question, peut-être je choisis l'Espagne ou bien l'Italie, parce que j'ai jamais été là-bas, donc c'est juste pour changer un peu. Sinon, quand j'aurai la nationalité, je souhaite visiter, voyager à mon pays parce que ma famille, elle me manque beaucoup et je veux le voir une nouvelle fois. Non, j'ai déjà répondu à cette question avec ton ami, mais je veux te répondre aussi. Non, jamais j'ai réfléchi à choisir le métier de journaliste parce que, comme je dit avant, ce métier-là, ça existe dans ma personnalité. Je me sens que je suis dedans depuis longtemps, depuis que j'ai 14 ans, avec l'argent de poche, j'achète le journal. Je suis la situation politique, donc c'est dans ma personnalité, même avec les menaces, j'ai jamais réfléchi à changer. Et le preuve que je suis maintenant en France, sinon je peux être d'accord avec eux, ou bien je peux changer mon métier et je reste dans mon pays. Mais j'ai jamais accepté ça. C'est pour cela que je suis en France maintenant. C'est beaucoup difficile. C'est la vérité, je te dis. C'est pas facile pour moi d'être loin de mon pays, d'être loin de ma famille, où j'étais né, de mes amis même. Surtout qu'ici en France, je connais pas beaucoup de personnes et ma situation financière, puisque j'ai pas eu un boulot jusqu'à maintenant, juste je prends un peu des aides.
Ça m'échappe de sortir, par exemple, je peux pas, par exemple, sortir dans des restaurants, dans des cafés. Il y a beaucoup de choses que je peux pas le faire à cause de ma situation financière. Oui, c'est pas facile pour moi, c'est très difficile. Et en plus que la vie au Liban, bien sûr, me manque beaucoup, surtout, comme je t'ai dit, la famille, les amis. Euh, c'est pas facile quand tu es habitué à une sorte de vie et soudainement tu changes tout dans ta vie et tu deviens seul, tu vois. Tu sens que tu es seul, euh, il n'y a personne à côté de toi, c'est pas facile. Mais il faut toujours s'avancer. Je ne peux pas croiser les bras comme ça et je pleure chaque jour. Oh, je fais quoi? Il faut faire quoi? Il faut toujours s'avancer. Il faut toujours essayer. Il faut faire un effort. Et avec le temps, j'espère d'avoir des amis, des relations ici en France. Et petit à petit, ça va changer. J'espère ça. Donc, oui, c'est difficile, c'est pas facile, mais il faut pas arrêter à ce point-là, il faut toujours s'avancer. Je crois que j'ai répondu à toutes votre questions. À la fin, je veux dire merci à tout le monde, aux étudiants, aux étudiantes. Merci pour votre question et j'espère que j'ai bien répondu à votre question, malgré, comme je vous dis, ma langue française. Un grand merci pour vous et pour aussi l'administration du lycée d'Ik au Caïver et les enseignants et enseignantes, tout le monde, mes salutations pour vous. J'espère un jour qu'on se rencontre ensemble, on peut plus parler face à face. Ou bien si vous venez à Paris aussi, chez la maison des journalistes, on peut se rencontrer là-bas aussi. Je vous remercie tous et j'espère que le mieux pour vous, j'espère une belle continuation pour vous. Soyez toujours courageux, soyez toujours honnête, cherchez toujours la vérité et surtout euh, protégez votre liberté, liberté d'expression, liberté de la presse, votre liberté dans la vie, mais à condition que la liberté, il faut toujours tenir dans la tête que, que votre liberté s'arrête où la liberté des autres commence. Donc, il faut respecter aussi les choix des autres. Il faut respecter la loi. Ça, c'est très important. Être libre, ça ne veut dire pas que je peux faire ce que je veux. Non, il y a des limites. Il faut respecter les règles de cette limite et surtout respecter les autres. Bon courage pour tous et ravi de faire ce dialogue avec vous, malgré que c'est à distance. Mais j'espère que j'ai laissé une bonne trace chez vous et je vous dis merci tout le monde et à bientôt. Au revoir.